Où va le féminisme de Vanina aux éditions Acracy. Je ne suis pas une universitaire, une théoricienne, ni historienne, ni sociologue, ni philosophe, tout ça. Et donc mon point de vue, il est militant. Et en tant que militante communiste libertaire, on est contre le capitalisme et le patriarcat depuis quelques décennies. Je n'ai pas trop changé là-dessus. Et donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt la destruction des rapports hiérarchiques entre les classes comme entre les sexes. Voilà. Et d'autre part, le bouquin donc, que j'ai fait, qui est composé d'une série d'articles parus dans Courant Alternatif l'an dernier, en fin de l'année 2019. En fait, ces articles, ils ont été écrits donc fin 2019 et ils ont trait, donc c'était avant la pandémie, et surtout ils sont axés sur la France. À l'époque, dans un certain nombre de pays, il y avait une montée des mouvements féministes qui étaient surtout sur les questions de l'avortement, des féminicides, des violences faites aux femmes en général, mais surtout les féminicides, et sinon des inégalités économiques entre les sexes. Et c'est souvent ces thèmes-là qui reviennent. En France, il y a eu 2 mobilisations qui étaient assez importantes, le 23 novembre 2019 et le 8 mars 2020. Mais bon, de là à dire qu'il y a un mouvement féministe enfin une vraie dynamique féministe, je sais pas trop. À l'heure actuelle, tout est un peu en stand-by, donc voilà. Mais mon idée, en fait, avec ces textes-là, c'était surtout de pointer les points d'achoppement de la revendication féministe aujourd'hui. En fait, ce qui l'empêche d'être, pour moi, vraiment en rupture avec l'ordre établi. Alors en fait, le livre, il est né de la constatation que les questions de genre sont actuellement en France un des thèmes favoris à la fois des élites, la classe politique, les universitaires, les médias, France Culture, France Inter, Le Monde, tout ça, et également des militants de la gauche, de l'extrême gauche, et en particulier les milieux radicaux, mais les libertaires aussi. Enfin, le thème du féminisme, c'est avec l'écologie, les 2 trucs qui reviennent le plus souvent fortement. Alors, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle si les questions féministes intéressent à ce point les élites. Si elles s'intéressent à ça, c'est parce qu'elles sont forcées de s'y intéresser, parce qu'il y a un rapport de force dans la rue, une dynamique contestataire qui fait que c'est sous la pression qu'ils s'intéressent à ça. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et ce sont beaucoup les courants féministes qui sont issus du postmodernisme qui ont le vent en poupe, à savoir surtout les analyses intersectionnelles et la théorie queer. Et moi je voudrais revenir sur ce qu'était le féminisme dans les années 70, parce que c'est les événements qui sont intervenus dans les années 80 et qui ont modifié beaucoup de choses au niveau des luttes, des mobilisations sociales en général. Et comment on en est arrivé aux théories actuelles que je qualifie de postmodernes, enfin en tout cas dans la lignée de la pensée postmoderne, et où on est en gros le mouvement féministe du coup aujourd'hui. Alors pour moi, la pensée postmoderne, en fait, elle est venue renforcer la propagande libérale, capitaliste, à partir des années 80, c'est-à-dire une propagande qui valorise l'individualisme, le consumérisme. On est dans le capitalisme triomphant là, depuis quelques décennies. Et pour moi, le problème des revendications féministes à l'heure actuelle, c'est qu'elles conduisent pour l'essentiel à mieux intégrer certaines femmes des classes moyennes et supérieures dans la hiérarchie sociale. Donc, si on prend le féminisme dans les années 70, en fait, le mouvement, c'était le mouvement des femmes, le mouvement de libération des femmes, le MLF, il a fait partie de nombreuses mobilisations qui s'inscrivaient dans l'après 68, la vague de contestation globale de la société. Il y avait d'autres mobilisations antimilitaristes, antinucléaires, homosexuelles et tout ça, mais donc surtout ce mouvement des femmes qui a été très important. Et en fait, c'était un mouvement de femmes appartenant à toutes les classes sociales, c'était vraiment quelque chose de très important,
qui se sont mises en mouvement pour dénoncer la société patriarcale, donc la domination masculine, en revendiquant en particulier le droit à disposer de leur corps par l'accès à la contraception et à l'avortement. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Mais il y avait aussi dans le mouvement de libération des femmes, qu'on a estampillé MLF et qu'après une tendance du mouvement féministe s'est approprié le sigle. Mais donc dans ce mouvement des femmes, il y avait énormément d'aspects anti-autoritaires. On était vraiment dans une décennie où c'était une contestation du pouvoir sous toutes ses formes dans la société. Et le MLF était profondément, pour moi, représentait profondément ces années 70. Il y avait une remise en cause du pouvoir à tous les niveaux de la société, dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Alors dans le MLF, il y avait différents courants qui existaient et qui s'opposaient, c'était pas, ça baignait pas vraiment, mais il y avait en tout cas quelques idées qui étaient couramment admises. Et c'est des idées qui étaient beaucoup sur la base de ce que Simone de Beauvoir avait développé dans Le deuxième sexe en 1949, et qui sont des idées pour partie déformées à l'heure actuelle, par les courants féministes actuels. Mais donc, classiquement, il y avait une critique du patriarcat comme étant comme un système qui assoit la domination masculine sur les femmes dans tous les secteurs de la société par le biais de différentes institutions, particulièrement la famille et l'école. Là, après, on ajoute l'armée, la justice, il y avait les piliers de la société patriarcale qui imposaient un certain rôle social aux femmes en leur inculquant ce rôle-là dès l'enfance. Et cette oppression, elle concernait, et elle concerne toujours toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Ensuite, il y avait l'idée que les hommes et les femmes, enfin ça c'est des trucs assez importants parce qu'à l'heure actuelle c'est vraiment revu, il y a d'autres définitions. Et les hommes et les femmes constituent les deux catégories qui composent la société humaine, et ces catégories elles se distinguent par leur sexe biologique. C'est à partir de ce sexe biologique que le système patriarcal établit une hiérarchie au profit des hommes, au détriment des femmes, et à partir de ce sexe biologique que leur a inculqué et imposé un rôle social spécifique qu'à l'époque on appelait le sexe social, par opposition au sexe biologique. Et ça a passé par un complet conditionnement qui est exercé donc dès la naissance, avec l'injonction à avoir des enfants, de la même façon qu'on apprenait aux garçons à être de vrais hommes, bien virils, il y avait vraiment les deux trucs bien tranchés au niveau de l'éducation. D'autre part, les femmes, si elles sont assignées à la sphère privée, c'est du fait de ce sexe biologique, de leur capacité procréative, c'est-à-dire qu'elles soient effectives ou potentielles, c'est sur la base de la reproduction sociale qu'elles assurent, et donc cette reproduction sociale, elles assurent non seulement la naissance des enfants et tout ça, mais également l'élevage et les tâches domestiques. Donc voilà, elles sont dans la sphère privée, et dans la sphère publique, il y a les hommes. Ça, c'est le schéma classique du patriarcat. Alors, elles constituent la majorité de la population, aujourd'hui comme hier, mais du fait de ce statut inférieur dans la société, puisque ce qui compte avant tout, c'est la sphère publique, elles sont invisibilisées, et elles sont assignées à cette sphère privée, qui permet d'une part aux hommes de contrôler leur progéniture, parce qu'ils savent un peu plus facilement que c'est leurs enfants qui sont faits, mais qui assure aussi la pérennité du système par la transmission des biens qui s'effectue par le biais de la famille. La propriété privée passe ainsi de génération en génération. Donc là, on a un intérêt pour l'ordre établi, à la fois pour le capitalisme et pour le patriarcat. Ça assure la pérennité du système. D'autre part, aujourd'hui, mais déjà dans les années 70, les femmes travaillaient. Elles composent une grande partie du salariat, et ça parce que le capitalisme, il a toujours plus besoin de main-d'œuvre. Donc à un moment donné, les femmes sont sorties, même quand elles travaillaient, quand elles étaient à la maison, mais là, elles ont de plus en plus été à l'extérieur. Mais dans le même temps, le rôle qui est attendu d'elles dans la sphère privée, il n'a pas changé.
parce que l'organisation patriarcale, en fait, elle sert le système d'exploitation économique. C'est grâce à cette organisation patriarcale que le capitalisme bénéficie d'une main-d'œuvre gratuite, de la reproduction gratuite de cette main-d'œuvre, plus exactement pas de main-d'œuvre, la reproduction gratuite de cette main-d'œuvre. Le travail des femmes à la maison, il n'est pas payé. Donc en fait, il résulte de tout ça une double journée pour la grande majorité des femmes. Même s'il y a une participation grandissante de certains hommes aux tâches ménagères, et plus à l'élevage des enfants. En tout cas, ils s'occupent plus des enfants que ce qu'ils faisaient dans les générations d'avant. Mais ça reste quand même la sphère privée, c'est quand même assuré essentiellement par les femmes. Et sinon, dans les années 70, il y avait quand même beaucoup de femmes. On était donc dans l'après 68 avec une grosse contestation de la société existante. Il y avait beaucoup de femmes en mouvement qui considéraient qu'il fallait détruire l'ordre capitaliste avec les hommes des classes populaires, du prolétariat. Mais dans le même temps, elles pensaient, moi je pensais aussi, que la libération des femmes, elle passait forcément par la disparition des rôles sociaux hiérarchisés, ce qui impliquait de mener un combat spécifique contre la domination masculine. C'est-à-dire il y a un combat contre l'exploitation capitaliste, mais aussi un combat contre la domination masculine. Et donc les femmes qui pensaient ça, elles pensaient que, c'est pour cette raison-là que le mouvement féministe, ça vient du latin femina, qui veut dire femme. Donc le mouvement féministe, il rassemblait les femmes, et au sein du MLF, les groupes femmes étaient non mixtes, même si les manifestations du MLF, il y avait des hommes qui y participaient, souvent sur les côtés ou à l'arrière. Bon, voilà. Donc les femmes qui pensaient ça, qui étaient à la fois sur un positionnement anticapitaliste et antipatriarcal, il y avait un slogan qui résumait assez bien pour elles ce double combat, qui était pas de révolution sociale sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans révolution sociale. Et à l'époque, comme on était vraiment dans cet après 68 où le marxisme était encore fort, en tout cas les schémas lutte de classe étaient vraiment forts, c'était sur la première partie du slogan qu'on insistait pour convaincre en fait nos camarades hommes déjà de la nécessité de s'intéresser, de la nécessité d'une lutte antipatriarcale. On avait affaire pas mal aux communistes très staliniens qui considéraient que la lutte de classe était prioritaire, évidemment, qu'elle réglerait magiquement tout, que le patriarcat c'était une histoire de petites bourgeoises, voilà. Mais même dans les organisations libertaires ou dans les groupes libertaires, il y avait une difficulté, soit d'indifférence, de l'hostilité de la part de pas mal d'hommes, de camarades, qui pensaient que c'était en fait une lutte secondaire. C'était pas prioritaire le patriarcat. Voilà. Et de ce fait, pas mal de militantes anarchistes, libertaires, étaient écartelées en fait entre le mouvement des femmes et la lutte des classes classiques, parce qu'il y avait des carences dans les deux, à mon avis, et des critiques à faire dans les deux. On pourra y revenir, mais bon, voilà. Alors dans le mouvement féministe, les différents courants féministes à l'époque, il y avait des débats qui étaient souvent houleux, ça baignait pas du tout, mais ça portait sur des thèmes qui étaient la distinction entre le sexe biologique et le sexe social, c'est-à-dire savoir quelle était la part d'inné et la part d'acquis dans le comportement des femmes, dans ce qui faisait une femme et sa spécificité par rapport aux hommes. Il y avait le débat sur la non-mixité. Ça n'allait pas de soi, la non-mixité, c'était savoir si c'était un moyen ou une fin. Et là, c'était une querelle entre, en fait, souvent les lesbiennes radicales et les hétérosexuels. Évidemment, tu n'as pas les mêmes... si tu es hétérosexuel, tu ne vas pas rejeter les hommes comme les lesbiennes radicales. Certaines lesbiennes radicales pouvaient le faire.
Donc ça faisait l'objet de débats. Après, au niveau de, surtout vers la fin des années 70, il y a eu les débats sur le recours aux tribunaux, en particulier par rapport au viol. C'était ce qui était porté beaucoup par Gisèle Halimi, savoir si on devait faire appel à la justice de classe pour régler la question des violences masculines et des agressions. Et puis il y avait aussi le débat sur la pornographie et l'érotisme, savoir si il fallait accepter au nom de la liberté d'expression, il fallait accepter la pornographie, enfin savoir s'il fallait accepter les œuvres quand elles étaient vraiment artistiques, donc c'était des œuvres érotiques plutôt que pornographiques. Bon, il y avait ce genre de choses. Et puis des qui disaient mais non, c'est une image dégradante des femmes, et ça c'est un débat qui reste d'actualité, enfin qu'on retrouve encore. Alors donc il existait dans ce mouvement plusieurs courants, mais il y avait en gros deux tendances, de grosses tendances on va dire. Il y avait les féministes essentialistes et les féministes matérialistes. Alors, les femmes féministes essentialistes, c'était en particulier Psy-Cupo, donc Antoinette Foulque, créatrice des éditions des femmes. En fait, elle croyait et elle vantait les qualités féminines naturelles, à savoir que les femmes étaient par nature douces, capables d'empathie, enfin des choses comme ça. Et elle pensait que ces qualités pouvaient servir à changer la société. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'écoféminisme. Bon. Et puis, il y avait un courant qui était important, de féministes matérialistes, qui pensait que cette fameuse spécificité, ces qualités féminines, en fait, c'était une construction sociale qui résultait d'une éducation et d'un discours idéologique au service de l'ordre établi. Et par exemple, elle niait l'existence d'un instinct maternel. Bon. Ça faisait des débats de l'époque. Alors parmi les féministes matérialistes, en fait, il y avait deux tendances aussi. Une qui est surtout restée, c'est les féministes radicales, enfin c'est surtout elles qu'on peut entendre, qui reprenaient le schéma marxiste de la lutte des classes pour diviser hommes et femmes en classes de sexe. Il y avait classes de sexe. Et les féministes qu'on disait courant de lutte de classe, qui étaient des gens de la LCR, ancêtre du NPA, beaucoup, et puis des libertaires qui pensaient, moi j'étais plutôt dans cette tendance-là, qui estimaient que la lutte contre le patriarcat, elle devait se mener de pair avec la lutte contre le capitalisme, ce que je disais tout à l'heure, pour aller vers la fin à la fois de l'exploitation économique et de l'oppression féminine. Donc le courant lutte de classe, il considérait que la lutte antipatriarcale, c'est une lutte transversale parce qu'elle regroupe les femmes de toutes les origines sociales. Alors il y a eu des gros changements qui sont intervenus à partir des années 80, et c'est surtout ça en fait qu'on a à l'heure actuelle. La situation actuelle pour moi elle est vraiment une conséquence de ces changements-là. On constate aujourd'hui que les rôles sociaux, ils existent hiérarchisés, comme j'ai décrit entre hommes et femmes, ils existent toujours, même si les femmes sont bien davantage qu'il y a 50 ans présentes dans la vie publique, en général, que ce soit politique ou économique. Ça a beaucoup changé, mais par contre, les rôles sociaux hiérarchisés, ils existent encore. Voilà. Mais par contre, il y a eu plusieurs événements, je dirais 4 gros, qui sont intervenus dans les années 80, en France ou dans le monde entier. Et ces événements, ils ont fait oublier l'idée de révolution, le désir de révolution. Il y a eu en France la fin des Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, c'était une période d'expansion économique, de croissance exceptionnelle, de 45 à 75. À partir de 75, il y a eu une montée du chômage et de la précarité. Avant, au début des années 70 encore, on pouvait trouver du boulot comme on voulait, puis on le lâchait, on n'avait pas peur, on ne se retrouvait pas en rade pour autant. Et là, ça a été plus la morosité, et le truc moins sûr d'arriver à s'en sortir, et si on lâchait tout, et moins l'envie de se lancer comme ça à l'aventure, d'autant que le projet de révolution s'éloignait du fait d'un autre élément qui est la disparition du projet communiste. Donc ça c'était la fin des Trente Glorieuses.
il y a eu l'arrivée, toujours en France, l'arrivée au pouvoir de la social-démocratie à partir de 81, avec l'illusion que quelqu'un comme Mitterrand a pu engendrer. Que quelqu'un ait pu penser que Mitterrand était socialiste, déjà c'était pas mal, mais alors en plus se fier à lui, c'était encore mieux. Mais globalement après, le PS a accompagné les restructurations, les délocalisations dans l'industrie. Il y a eu tout le démantèlement du secteur minier, il y a eu plein de choses qui se sont passées comme ça, et ça a entraîné pas mal de désillusions à l'égard de la social-démocratie. Et toutes les fois qu'elle est revenue au pouvoir, la gauche, elle s'est employée à réduire la revendication patriarcale à de la revendication antisexiste. Et l'antisexisme, c'est quelque chose qui corrige des comportements. Et là, on est déjà dans le postmodernisme. Ça corrige des comportements et ça ne vise pas à détruire un système, ça vise à améliorer un système. Et la gauche, elle a centré son intervention, toutes les fois qu'elle a été au pouvoir aussi, sur les comportements sexistes et les sujets sociétaux. C'est comme ça qu'il y a eu le mariage homosexuel, il y a eu la parité, il y a eu dans les fonctions publiques et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche a appuyé, enfin gauche entre guillemets, a appuyé les analyses postmodernes, que je vais expliquer après, et elle s'est appuyée dessus pour détourner l'attention de la question sociale. Il y a eu donc le troisième élément que je disais, là, c'est la disparition du bloc soviétique dit communiste, aussi avec des guillemets évidemment, en 91. À partir de là, à partir du moment où il n'y a plus le bloc de l'Est, enfin les deux blocs qui divisaient le monde, les médias ont déversé une propagande idéologique à tout berzingue, un truc qui proclamait qu'avec la faillite du communisme, toujours entre guillemets, et des idéologies, on était dans le triomphe du libéralisme également entre guillemets. Le capitalisme avait disparu, c'est un terme qu'on n'utilisait plus et qui est revenu ensuite. La classe ouvrière avait disparu. On nous disait que la société, c'était plus qu'une immense classe moyenne, ou en tout cas, si on n'était pas dans la classe moyenne, il fallait viser à être une classe moyenne, appartenir à la classe moyenne, et qu'il ne fallait surtout pas penser que la révolution était possible. Il fallait enterrer tout ça. Donc là, un gros truc idéologique. Et puis, il y a eu la pandémie de sida, qui n'a pas été rien, parce qu'il y a eu un retour à l'ordre moral très très fort à partir de là. C'est-à-dire que des idées comme de libération sexuelle, d'une éducation anti-autoritaire, enfin de tas de choses comme ça qui avaient surgi de l'après 68, ça a été critiqué, jusqu'à Sarkozy, si vous vous rappelez, sur la permissivité de l'éducation 68 art, après il y a eu les campagnes contre la pédophilie, et c'est pas tant la pédophilie que tout ce qu'on pouvait mettre, enfin une façon de vraiment réduire la sexualité le plus possible, la liberté sexuelle. Alors, tous ces événements, ils ont eu diverses conséquences. Il y a les institutions patriarcales dont je parlais là tout à l'heure, donc l'école, la famille et tout ça, qui avaient été quand même pas mal secouées par mai 68 et les mouvements sociaux des années 70. Ces institutions, elles ont rapidement retrouvé leur position hégémonique. Alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'école de critique de la famille. Et la famille s'est vécue comme un lieu de solidarité, ce que c'est aussi en partie. Et l'école, on a vu avec la pandémie, jusqu'à des camarades libertaires, défendre l'école telle qu'elle est dans les institutions par rapport à l'école telle qu'elle est avec l'ordinateur en temps de confinement. Bon, c'est sûr que l'école à la maison accentue les inégalités sociales. Enfin, l'école dans les établissements, c'est quand même pas un machin totalement génial. Ensuite, donc il y a eu un nouveau courant de pensée qu'on a appelé donc le postmodernisme, mais au post-structuralisme sur les idées plus philosophiques, enfin bon, voilà. Et ce courant de pensée, il a développé à la suite de Michel Foucault, qui avait fait pas mal d'analyses sur les questions de pouvoir dès les années 70, de Jacques Derrida, après il y a Guattari, enfin il y a pas mal de Deleuze, tout ça. Ouais. Et ce courant, il a développé la critique du totalitarisme, et en particulier du marxisme, le marxisme étant rendu responsable du stalinisme, en fait, le fait que ça avait débouché sur le stalinisme. Et donc ce courant, il a élargi la critique
du marxisme en tant que système global de pensée, de réflexion sur l'évolution des sociétés, à ce qu'ils ont appelé les grands récits en général. C'est-à-dire tout système de pensée qui pourrait faire aller vers un changement, puisque le capitalisme était censé être le stade ultime de l'histoire, puisqu'il avait triomphé du communisme. Donc ça s'est inscrit dans ce type de... Dans cette époque-là, le postmodernisme, il s'est opposé donc à toute vision globale de l'histoire et à toute analyse générale, au prétexte que ça allait conduire fatalement à un nouveau totalitarisme. Et d'autre part, on l'a appelé ça post-structuralisme. C'est un mouvement qui accorde une grande importance à tout ce qui est construit par rapport à l'inné, tout ce qui est construit, et par rapport au langage, comme façon d'interpréter la réalité. Et en plus, c'est un mouvement qui insiste sur l'individu aux dépens du collectif. Et donc il considère que le monde il est trop complexe pour être changé. Et là, on tombe dans un truc qui va très bien avec le libéralisme des années, capitalisme des années, l'idéologie capitaliste des années 80 et suivantes. C'est de dire que on est dans le monde et c'est vraiment devenu quelque chose, et les rapports économiques se sont devenus tellement complexes qu'on peut plus rien changer. Voilà. Donc là, la réalité, elle est plurielle, elle est fragmentée, tout ça, parce qu'en plus, ça se confond avec les interprétations qu'on en fait, donc le langage qui donne une certaine réalité à la réalité, qui explique qui donne une certaine image de la réalité. Alors, de ce fait, en fonction de tout ça, et cette valorisation de l'individu et tout ça, le postmodernisme, il a contribué largement à dévaloriser tout ce qui relevait du collectif, du discours de classe et du discours collectif, de la solidarité, et il a opposé l'individualisme à l'universalisme. Il y a eu une grosse critique de l'universalisme. Dans la logique du libéralisme en économie, il a inventé un truc très individualiste, quoi. En parenthèse sur l'universalisme, c'est vrai que l'universalisme c'est critiquable parce que à partir des droits de l'homme avec un grand H abstrait, c'est un courant qui a imposé partout dans le monde des normes qui étaient favorables à l'impérialisme occidental. L'universalisme, c'est un truc qui a présenté le colonialisme ou le patriarcat comme des choses légitimes et bénéfiques, à la fois pour les peuples de couleur, donc on est allé coloniser, et pour les femmes. Mais en sens inverse, il ne faut pas oublier que ce soit le féminisme ou les mouvements anti-esclavagistes ou les mouvements pacifistes et tout ça, ils ont émergé dans le sillage de l'universalisme. Donc bon, pas jeter avec l'eau du bain. Ensuite, l'université, qui avait été fortement critiquée aussi en 68, elle a retrouvé une seconde jeunesse et beaucoup de poids. Et elle a produit ce nouveau féminisme dérivé du postmodernisme et qui arrive très largement des États-Unis, en fait, où le sexe social, ce qu'en France on appelait sexe social, était appelé gender. Et donc le terme genre a été adopté à l'époque en France. Il y a eu plusieurs analyses qui ont surgi à peu près en même temps, qui était la théorie queer, les analyses sur l'intersectionnalité, tout ce qui est les politiques de l'identité, tout ça. Et pour moi, ce sont des analyses qui se rattachent au postmodernisme par plusieurs aspects, par l'importance qu'elle donne à l'individu, au langage, à ce qui est construit en général, et donc au détriment du collectif et de l'inné, on verra, sur la question du sexe biologique, qui est nié du coup. Ouais. Et toutes ces théories, en fait, elles ont beaucoup contribué à reléguer les concepts de classe, d'exploitation capitaliste derrière, ou en tout cas à noyer ces concepts-là par une quantité d'autres oppressions à déconstruire individuellement dans la société existante. Et donc, depuis le début du XXIe siècle, pour la France, aux États-Unis c'est arrivé avant, les universitaires sont vraiment la nouvelle avant-garde intellectuelle, et tellement d'avant-garde intellectuelle qu'elles sont devenues
leurs analyses, elles ont été peu à peu adoptées jusque dans les milieux militants normalement révolutionnaires. Et il n'y a pas que la gauche ou d'un côté la gauche, de l'autre côté les milieux radicaux, qu'on dit entre guillemets, ou les écolos et tout ça. Il y a l'extrême gauche, et même dans les milieux libertaires, on sent qu'il y a un truc qui contribue à fragmenter les luttes. Et qu'il y a de plus en plus de pratiques individuelles qui sont déconnectées des conflits de classe, des choses qui privilégient l'émotion, le ressenti sur l'analyse rationnelle. Il y a tout ça qui joue. Et que les classes sociales, les intérêts économiques que les classes sociales représentent, en fait, c'est délaissé au profit des oppressions particulières, des minorités, parmi lesquelles sont rangées les femmes, alors qu'elles sont toujours la majorité de la population. Alors, c'est pour ça que, pour moi, à l'heure actuelle, c'est plutôt sur la seconde partie du slogan dont je parlais tout à l'heure qu'il faut insister, à savoir qu'il n'y aura pas de libération des femmes sans révolution sociale. Parce que l'oppression patriarcale, elle ne disparaîtra pas sans qu'il y ait une destruction du capitalisme. Et sans un positionnement anticapitaliste, le féminisme, il est forcément réformiste. C'est quelque chose, les revendications des femmes peuvent très bien être intégrées, enfin de certaines catégories de femmes, peuvent très bien être intégrées acceptées par les classes supérieures de la société. Aujourd'hui, on le voit parce qu'en fait, il y a une recherche plutôt d'intégration qui émane en priorité de ce que je disais, des femmes de classe moyenne et supérieure, et qui se traduit en général par une demande adressée à l'État de supprimer les inégalités salariales entre hommes et femmes, c'est ce qui revient toujours dans les médias partout, et de réprimer davantage les violences masculines faites aux femmes. On voit avec particulièrement les mobilisations par rapport au féminicide. Et on voit aussi que les tenants du capitalisme et du système en place, à l'heure actuelle, ils intègrent certaines femmes dans les hautes instances économiques et politiques. Alors, pour revenir sur les théories, si vous en avez marre, vous dites aussi, pour revenir sur les théories féministes en cours aujourd'hui, je parlerai surtout des analyses intersectionnelles et puis de la théorie queer. Un peu de l'écoféminisme, mais pour moi c'est à la mode, mais c'est moins intéressant politiquement. Donc le concept d'intersectionnalité, il est apparu aux États-Unis sous la plume d'une juriste afro-américaine qui s'appelait Kimberly Crenshaw, qui a écrit ça dans un article en 1989. Mais en fait, elle s'intéressait aux discriminations de genre et de race qui étaient subies par les Noires américaines. Et cet article, il a été traduit en français qu'en 2005, pour ça que je dis qu'il y a un décalage. Les théories, que ce soit l'analyse intersectionnelle ou les théories queer, c'est plutôt arrivé en France à partir des années 2000. Enfin, la diffusion de ces analyses. Donc l'intersectionnalité, c'est l'étude des liens qui se nouent entre les différentes formes de domination et de discrimination. Et ces analyses, elles considèrent que les catégories sociales sont des constructions arbitraires de l'histoire et du langage. Et là, on est dans les trucs, quand même, la vision assez postmoderne dont je parlais tout à l'heure. Alors l'idée d'intersectionnalité, moi je la critique pas. C'est évident qu'une même personne peut être soumise, et est souvent soumise, à plusieurs dominations, et elle subit plusieurs discriminations. Bon. Si on parle très trivialement, on va dire que dans cette société, il vaut mieux être un homme blanc, riche, bien portant, voilà, une femme, noire, pauvre, invalide. C'est vraiment le truc, ça, il n'y a pas photo. Et les féministes noires qui, à la fin des années 70, ont pointé aux États-Unis les intérêts et les préoccupations de la classe bourgeoise que défendaient les féministes blanches appartenant à la bourgeoisie, elles avaient raison, évidemment, ça existe. Mais bon, en France, quand on était militant révolutionnaire,
et bon, aux États-Unis aussi, Emma Goldman disait quand même ce genre de choses déjà. On n'a pas attendu les analyses intersectionnelles pour savoir qu'il faut se battre sur différents terrains en même temps, que ce soit anticapitaliste, antipatriarcal, antiraciste, anticolonial, évidemment. C'est toujours vrai. Et comme de la même façon qu'on sait que l'exploitation de classe, elle s'exerce encore plus fortement quand elle est accompagnée d'autres oppressions, et en particulier liées au colonialisme et au patriarcat. C'est pas pour rien que les femmes qui ont les pires conditions de travail et d'existence, c'est les femmes d'origine immigrée. Enfin bon, il y a des choses comme ça. C'est donc pas l'idée d'intersectionnalité en elle-même qui est problématique pour moi, mais c'est plutôt l'usage qui en est fait par l'université, mais aussi par certains milieux militants, dans le contexte actuel d'un capitalisme triomphant toujours. Parce que dans un tel contexte, en fait, cet usage de l'idée d'intersectionnalité, elle a des répercussions négatives sur les luttes sociales. La multiplication des identités politiques que les analyses intersectionnelles ont promues, elle a débouché sur une atomisation de la contestation et sur des pratiques militantes qui sont, pour moi, loin d'être révolutionnaires. Dans les travers de ce genre de pratiques, on assiste à l'heure actuelle à une réduction du système d'oppression, un système global, donc, à des rapports individuels. Et de ce fait, la critique de l'organisation sociale existante, elle se réduit à la critique de normes sociales, pas d'un système, mais de normes. Et l'oppression, elle est remplacée, c'est remplacé par un concept de privilège. Les privilèges, c'est des symptômes individualisés d'un système, c'est-à-dire en fonction des critères de genre, de race, d'âge, de niveau d'études, de validité, tout ça, et de classe. Ces privilèges, ils sont donc, on parle plus d'oppression, on parle surtout de privilèges, et ces privilèges, ils sont considérés comme équivalents, c'est-à-dire qu'on met sur le même plan quelque chose qui est comme la classe et la validité, par exemple. Voilà. Et tout ça, ça conduit à dépolitiser les luttes contre l'exploitation capitaliste et contre la domination masculine. Par exemple, on va dire qu'un privilège validiste, quelqu'un de valide, donc, il est mis au même niveau qu'un privilège classiste. Alors qu'une personne valide, elle n'exploite pas une personne invalide de la même façon qu'un bourgeois exploite un prolétaire, et encore moins de la façon dont le système capitaliste exploite le prolétariat. On n'est pas au même niveau de truc. Il y a donc une espèce d'oubli de la lutte des classes, ou en tout cas une minorisation de cette lutte des classes, et ça, ça se passe en général au profit de la race ou du genre. Mais en plus, non seulement les femmes se trouvent reléguées au rang d'une minorité, mais dans le combat contre les discriminations, le genre se trouve souvent après la race et avant la classe. Il y a une espèce de hiérarchie comme ça dans les centres d'intérêt, mais dans le même temps, on nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les discriminations. Enfin, c'est un peu flottant suivant les personnes aussi. Hein. D'autre part, comme l'objectif est de changer les personnes une à une et plus les structures sociales, en fait, au lieu de s'attaquer à des processus sociaux globaux, de viser quelque chose de global, on vise une déconstruction individuelle, ou alors la constitution d'espaces safe, hein, les trucs sécures et tout ça, là, où il n'y aurait aucune oppression qui s'exercerait. De plus, il y a une séparation en deux groupes. Alors là, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a tout un langage, en fait, dans que ce soit dans les analyses intersectionnelles ou dans la théorie queer et tout ça, et un langage très universitaire et pas des plus compréhensibles, en tout cas pour moi. Bon. Mais le langage, les termes ont beaucoup d'importance, et le langage, ça sert bien à établir aussi des rapports de force d'une personne sur l'autre par la connaissance des bons mots. Donc il y a une séparation en deux groupes qui sont les dominants et les dominés, tout ça dominanteux. Et de ce fait, on en arrive à une course aux discriminations ou aux oppressions, parce que
si on considère que la personne qui est la plus opprimée, parce qu'elle a subi le plus d'oppression, mécaniquement, c'est la personne qui va être la plus opprimée, c'est celle qui va avoir le plus de pouvoir dans certains groupes. On en arrive à ce genre de truc. Et dans cette logique, en fait, il y a des amalgames qui sont, on va dire que les femmes blanches, elles sont l'instrument de la domination, même si c'est des ouvrières, même si c'est des lesbiennes. On va dire que les féministes blanches, c'est des bourgeoises et vice-versa. Mais en fait, toutes les blanches, elles ne sont pas bourgeoises, et toutes les bourgeoises, elles ne sont pas blanches. C'est pas, voilà. Il y a ce genre d'amalgame. Et puis il y a tout le discours sur les victimes. Et les victimes, elles sont proclamées infaillibles. En fait, c'est leur parole qui ne peut pas être mise en doute. Donc là, on a un peu un problème dans certains milieux, de façon... en fait, c'est une façon de clouer le bec à des gens qui ne sont pas des victimes, qui n'est pas très évidente à accepter. Et donc de tout ça, il découle en fait une forte moralisation du champ politique sur la base d'une culpabilisation des personnes pour telle ou telle domination. En fait, toujours dans le jargon, il y a les dominants politisés, qui sont des bons alliés, sont des personnes qui ont une seule attitude autorisée, qui est de se taire et de suivre la ligne politique qui est dictée par les personnes concernées, les premiers concernés. Donc en fait, il y a, je dis moralisation, il y a une façon d'imposer son ressenti, c'est très important le ressenti, plutôt que de convaincre sur un mode rationnel et politique avec des arguments vraiment comme ça. Et du coup, ça réduit au silence les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce type de fonctionnement, de raisonnement. Et on voit dans les milieux militants, je pense qu'à Toulouse comme ailleurs, vous connaissez ça, il y a des divisions pas possibles dans les milieux militants. Il y a assez facilement, on tombe dans l'insulte, l'anathème, et il y a des comportements violents pour interdire de s'exprimer aux personnes qui ne partagent pas les analyses dominantes à la moderne. Et dernier point là-dessus, c'est que cette perte de toute vision d'ensemble et puis l'importance qui est donnée à la déconstruction individuelle, en fait ça nuit à l'action militante sur le plan social. On voit d'une part qu'il y a la référence historique et théorique que représentait le monde ouvrier avant, et la nécessité de l'anticapitalisme. En fait, ces choses-là sont mises au second plan, elles sont oubliées. Et on voit les conséquences de ça quand on pense au regard que l'extrême gauche et les libertaires ont pu avoir sur la révolte des banlieues en 2005. C'était quelque chose qui était c'était étranger déjà à leur champ de vision, et c'était quelque chose qu'ils avaient un peu perdu de vue, et qu'ils ont toujours évidemment perdu de vue. Ou alors la façon dont ces milieux-là ont considéré le mouvement des Gilets jaunes récemment. Il y a un éloignement des questions sociales, et un éloignement du monde des classes populaires qui est visible dans les milieux militants révolutionnaires, dits révolutionnaires d'extrême gauche ou libertaires. Et d'autre part, comme les classes populaires, en fait, elles ont été écartées des préoccupations sociales au profit des minorités sexuelles, de genre ou de race et tout ça, en fait on est passé de lutte contre la hiérarchie sociale, la hiérarchie de sexe et de classe, et contre la domination en général, ce qui était les luttes de l'après 68, l'immédiat après 68, les années 70, on est passé de ça à une valorisation du moi, de l'individu, et une problématique de l'identité qui est, on a l'impression, tournée vers une recherche obstinée de la différence. Donc ça, c'est pas vraiment propice à gagner des luttes sociales globales. Après, la théorie queer. Alors, cette théorie, elle est apparue au début des années 90 aux États-Unis, dans les universités, dans les gender studies, les black studies, enfin toutes les études universitaires. Mais en fait, elle s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on appelait la French Theory, qui est les penseurs dont je parlais tout à l'heure, Foucault, Deleuze, Guattari, tout ça, c'est des chercheurs français
donc ce courant postmoderne et tout ça, qui avait développé un certain nombre de recherches dès les années 70, particulièrement sur le pouvoir. Donc en fait, il y a une espèce de va-et-vient. C'est revenu en France par le biais de ces théories-là, théories queer. Alors le queer universitaire, en fait, alors là, il est particulièrement difficile à définir parce que c'est assez flou et que il y a des tas de concepts qui sont vraiment, pour moi, c'est du jargon assez hermétique. Mais en fait, il s'est intéressé donc au pouvoir et tout ça, et puis à toutes les déviances sexuelles, la sexualité en général, la prostitution, tout ça, et à la déconstruction. Et donc ces analyses-là, enfin cette théorie queer, c'est apparu à peu près en même temps en France, en même temps que les analyses intersectionnelles, donc au début du XXIe siècle. Ce qu'il y a d'important dans cette théorie queer, c'est la conception nouvelle du genre et même du sexe qu'elle a apporté. Il y a Judith Butler est donc une des figures de ce courant. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Troubles dans le genre et qui est sorti en 90 aux États-Unis, mais qui a été traduit en français seulement en 2005 et qui est devenu vraiment une référence de ce courant queer universitaire. Et là, on est dans cette conception moderne du genre et du sexe. C'est que, pour moi, ça part d'une mauvaise interprétation de ce que Simone de Beauvoir a dit dans le deuxième sexe, à savoir, formule très célèbre, on ne naît pas femme, on le devient. Si elle a dit ça, elle n'a pas voulu dire du tout que le sexe biologique n'existait pas. Elle n'a jamais dit ça. Ça, c'est vraiment. Elle définissait au contraire une femme à partir du sexe biologique, et c'était le sexe social qui est donc devenu maintenant le genre qu'elle souhaitait voir disparaître comme les femmes en mouvement, les femmes du MLF dans les années 70. Mais en fait, avec l'affirmation très postmoderne que tout est construit, et cette formule « on n'est pas femme, on le devient », en fait aujourd'hui, ça sert à dire que le sexe biologique n'existe pas. Et on nous dit non seulement que le genre comme norme sociale ne se construit pas à partir du sexe biologique, mais encore, même que le genre précède le sexe. Alors là, c'est un truc vraiment... Il y a une vidéo que je vous recommande de regarder, si elle est toujours sur Internet. En tout cas, elle l'était l'an dernier, elle a été mise en ligne le 2 février 2019. C'est une vidéo de Christine Delphi, interviewée par Sylvie Tissot. Ça s'appelle « Le genre précède le sexe », justement. Et Christine Delphi, elle explique que dans cette vidéo, que la séparation entre hommes et femmes, en fait, elle s'est faite, et elle se fait toujours, sur la base, je cite, de sexes de formes différentes, et pas sur la base de sexes différents. Et elle dit qu'on aurait tout aussi bien pu choisir comme critère les formes différentes des yeux ou du nez. Alors, ça veut dire que... ça veut dire que l'assignation des femmes à la sphère privée, en fait, c'est l'effet du hasard, et qu'on est vraiment... en disant ça, est-ce que Christine Delphi, je rappelle, Christine Delphi, c'est une des figures historiques du féminisme radical des années 70, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a soutenu assez vite le queer universitaire, enfin, dans la lignée de Judith Butler. Et donc là, elle est, enfin, j'en parlerai après, ce qui oppose à l'heure actuelle les féministes radicales au queer, elle fait le grand écart, en fait, en disant ça, parce que c'est quand même assez spécial. Ça veut dire qu'elle nie le fait que la domination masculine, le système patriarcal, il repose sur ce que je disais tout à l'heure, la procréation qui est assurée par les femmes. Elle ignore, ça dure 1h20 cette vidéo, elle ne parle pas une seule fois de la procréation. C'est quand même assez étonnant. Alors dans le queer universitaire, en fait, on nous démontre que le découpage entre les sexes, à savoir en deux catégories, hommes et femmes, il ne correspond pas à la diversité humaine. En fait, il y a beaucoup plus de diversité chez les êtres humains, parce qu'il y a les personnes intersexes, donc, qui est une exception biologique quand même, mais et que ces personnes intersexes, elles n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. Et de la même façon, cette théorie, elle s'appuie sur l'existence de toutes les personnes qui refusent leur assignation à un rôle social, ou des statuts stéréotypés,
les homos, les lesbiennes, les bi, les trans et tout ça, et s'appuie sur l'existence de toutes ces personnes-là pour dire que le genre, en fait, c'est un simple rôle qu'on peut adopter librement et subvertir. Voilà, donc de là le truc, si je ressens que je suis une femme, pas moi, mais si un homme ressent qu'il est une femme, il peut dire qu'il est une femme parce que il peut librement adopter ce genre. Alors, ce type d'analyse, en fait, ça a deux conséquences que je trouve assez fâcheuses sur la lutte des femmes, parce que si on peut choisir librement son genre, comme ça, en fait, il n'y a plus d'oppression spécifique des femmes, ce qui n'aide pas trop à lutter contre, si n'importe qui peut devenir... Enfin, voilà. Et d'autre part, la base même sur laquelle peut exister un mouvement féministe, elle est supprimée, puisque la domination masculine, la hiérarchie entre les sexes, elle s'établit en fait sur le rôle social, sur le genre qui est imposé aux femmes. Ça fait sauter en fait ces deux choses. Et c'est ce que les féministes radicales disent aux queers en général. Mais je pense que c'est... Donc cette définition des femmes à partir d'un ressenti, je ressens... Pour moi, c'est pas un concept révolutionnaire comme on voudrait nous le faire croire. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est de plus en plus prégnant aujourd'hui dans les milieux radicaux et qu'on retrouve ça dans la classe politique en général et dans les médias des élites. Il y a beaucoup de France Culture, évidemment bien plus que Radio Monte Carlo, vont consacrer des émissions aux queers universitaires, aux trans. Voilà. Donc il y a des polémiques qui se sont développées fortement entre féministes radicales et queer dans les pays anglo-saxons en premier, mais ça arrive à l'heure actuelle en France. On l'a vu récemment avec les féminicides, les histoires de collage contre les féminicides en février. Enfin bon, mais et c'est des polémiques extrêmement violentes. Et vraiment, c'est quelque chose de difficile à vivre. Il y a un certain nombre de femmes féministes radicales qui sont... Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se font insulter, menacer de mort. Enfin, c'est des trucs assez violents. Donc. En fait... j'en étais. Oui, donc maintenant... Avec ce type de raisonnement, on nous dit plus... Oui, en fait, oui, c'est ça, c'est là-dessus que je voulais revenir. C'est que, sur la question des trans, dans les années 70, il y avait des hommes qui remettaient en cause personnellement, dans leur quotidien, le rôle social qui leur avait été inculqué, et qui tentaient de ne pas avoir de rapport oppressif avec les femmes. Bon, dans le milieu militant, il y avait quand même cette préoccupation. Et il y avait des hommes qui étaient solidaires du combat mené par le mouvement des femmes à l'époque contre l'institution patriarcale. Mais ils ne prétendaient pas pour autant faire partie de ce mouvement-là, qui était donc mixte, comme je disais, les groupes femmes n'étaient pas mixtes, parce qu'ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas, par leur histoire personnelle d'homme, leur vécu d'homme, partager le vécu des femmes. C'était pas la même chose, ils ne pouvaient pas partager leur combat, et ils étaient convaincus que c'était à elles de mener ce combat-là, et à elles seules, c'était un des slogans des femmes, de dire que c'était à elles de s'autonomiser, qu'on n'allait pas les autonomiser à leur place. Quoi. Mais, et parmi les hommes qui refusaient le rôle social masculin, il y en avait un certain nombre qui intervenaient sur leur apparence physique et qui, à l'époque, soit étaient désignés et se désignaient d'ailleurs aussi comme des travestis, soit ils étaient désignés et se désignaient comme des transsexuels. Les travestis, maintenant on va dire transgenre, les travestis, ils se donnaient l'image de la féminité, celle qu'on attendait, qu'on attend toujours des femmes, avec les trucs habituels, les talons aiguilles, le maquillage, une certaine attitude aguicheuse et tout ça. Il y avait aussi, dans le mouvement homosexuel, il y avait qui s'appelait d'elle-même, se désignait comme les folles. Il y avait aussi cette image qui était donnée. Et je sais que moi, en tant que femme et d'autres femmes, il y avait des moments où ça me mettait un peu mal à l'aise parce que nous, cette image-là, on l'a refusée. C'était quelque chose dont on ne voulait pas.
on ne voulait pas se maquiller, on voulait pas, enfin, c'était vraiment quelque chose qu'on refusait individuellement et collectivement, parce que pour nous, c'était une façon de se conformer aux normes de beauté avec un grand B, et on ne voulait pas être un objet sexuel, ça faisait partie de la panoplie de l'objet sexuel. Mais dans le même temps, en fait, c'est cette image que donnaient les travestis, hommes, ça faisait sourire aussi, et c'était pas forcément vécu comme négatif, parce que que ce soit les travestis ou les folles, en fait, en faisant ça, ils signifiaient leur refus du rôle social masculin. Il y avait une critique du rôle social masculin, et ils rejetaient ça. Et à l'époque, on voyait dans les réunions, on voyait des hommes tricotés, enfin, il y a des choses que maintenant, on voit même plus les femmes tricoter dans les réunions. À l'époque, il y avait ce genre de choses. Il y avait vraiment une remise en cause du rôle sexuel, du rôle social imposé aux hommes et aux femmes. Et il y avait aussi donc les transsexuels, qui étaient pas, très peu nombreux, mais à l'heure actuelle, ils sont aussi très peu nombreux, c'est genre 15%, je crois, de ce qu'on appelle les trans à l'heure actuelle, c'est-à-dire des gens qui entreprenaient de modifier leur corps par des interventions chirurgicales. L'augmentation mammaire, l'hypoplastie, enfin des tas de trucs comme ça, et des traitements hormonaux féminisants. Donc en fait, il y avait, du côté des féministes à l'époque, il y avait une compréhension de la démarche de ces hommes, parce qu'elle était parallèle à notre démarche, et que ça traduisait un rejet du rôle social, des rôles sociaux imposés par le patriarcat en général. Aujourd'hui, en fait, c'est pas comme ça que les choses sont définies. On nous dit de plus en plus qu'il y a les femmes cis et les femmes trans. Alors les femmes cis, donc c'est yes, vous devez avoir entendu parler de ça, souvent c'est assez péjoratif, ça veut dire c'est en conformité avec les femmes qui sont en conformité avec leur genre. Et assez facilement, si les femmes qui n'acceptent pas cette définition, et surtout qui n'acceptent pas que les femmes se divisent en femmes cis et femmes trans, elles se font facilement traiter de TERF, qui est donc le truc trans radical féministe. C'est les féministes radicales qui pensent que la lutte des trans, en fait, elle prend le pas trop sur la lutte des femmes, et qui n'acceptent pas cette définition des femmes. Ça, elles se font traiter de transphobes, donc de TERF. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le féminisme inclusif. En fait, ça veut dire que à l'heure actuelle, si on ne veut pas être excluante, il y a des questions qu'il ne faut pas aborder, parce que ça ne concerne pas les trans. Et donc les trans, maintenant, c'est transgenre et transsexuel. Les deux sont mélangés dans le même terme de trans tout court. Et donc pour pas être excluante, toutes les questions en fait de sexualité, contraception, avortement, de procréation, même des fois de parler du corps des femmes, des menstruations, les règles, enfin, ça c'est des choses qui, si vous regardez, c'est de moins en moins abordé dans certains milieux, parce que ça fait partie des thèmes qui sont, c'est pas sympa de parler de ça alors que ça ne concerne pas toutes les femmes. Et ça réduit quand même assez fortement le champ politique et social concernant les femmes. Il y a vraiment un truc, alors que dans les années 70, la sexualité, la procréation, tout ça, c'était vraiment des questions fondamentales, et que par le biais de ces questions-là, on remettait en cause la société, parce qu'on remettait en cause le pouvoir, enfin, il y avait tout qui découlait pour moi de ça. Alors dans la même logique, on va entendre parler de personnes enceintes et plus de femmes enceintes. On va parler, enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui sont un peu bizarres et qui évacuent quand même les femmes assez fortement de leur lutte. Voilà, et bon, moi je trouve ça un peu bizarre, parce qu'une femme, ça se réduit pas à du maquillage et de l'habillement. Et ça, c'est plutôt une caricature de la féminité, c'est une apparence de femme, c'est pas, voilà. Et de la même façon, l'assignation à la sphère privée, aux tâches domestiques et tout ça, ça fait pas partie tellement du vécu des hommes qui font la transition femme. Alors il faudrait aussi peut-être éviter de parler de ces sujets-là. Et c'est vrai que souvent,
c'est pas vraiment ça qui vient en question. Et un autre truc qui me paraît un peu bizarre, c'est que, en fait, si on regarde la grande majorité des trans et des intersexes revendications, c'est plutôt de choisir librement leur sexe, enfin des transsexuels, une intervention chirurgicale pour les transsexuels, ou un changement d'état civil. Il y a le choix du neutre entre les catégories femmes et hommes, il est assez rare en fait. Il y a toujours le désir de se positionner d'une façon, soit comme homme, soit comme femme. Bon. Et le dernier truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le slogan sur les terfs, là, genre les terfs au bûcher, je trouve que c'est quand même assez costaud au niveau violence contre les femmes, parce que c'est pas franchement de l'humour que de dire ou d'écrire qu'on va envoyer des femmes au bûcher. Bon. De la même façon que j'ai entendu et vu des blagues sur les femmes cis qui seraient pas capables de jouir, je sais pas trop quoi. Moi, ça m'évoque assez fortement les beaufs et les machos d'une autre époque, enfin qui existent toujours, mais c'était pas des trucs qu'on voyait partout, dans tous les milieux, quoi, on va dire. Bon, alors je vais terminer quand même. Donc sur en fait, aujourd'hui, il y a des différents courants comme ça féministes qui existent, féministes libérales et féministes progressistes qui sont plutôt réformistes, les intersectionnalités, et puis il y a les écoféministes. Donc juste, j'ai dit 3 mots là-dessus. L'écoféminisme, c'est la première fois que ça a été employé comme terme, c'est en 1974 par Françoise Lebonne. C'est un courant qui est assez en vogue, beaucoup dans les médias. En France, ça a moins pris que dans les pays anglo-saxons, enfin moins vite en tout cas, peut-être que maintenant ça va changer. Ça a moins pris sans doute parce qu'il y avait quand même une prégnance des idées matérialistes dans les milieux militants. Mais à l'heure actuelle, bon, dans les médias, il y a des articles dans Reporter, sur Reporter, France Culture, Libé, enfin il y a voilà, pas mal de choses comme ça. Et dans les milieux militants écolos. Voilà. À la base, il y a pas mal d'universitaires philosophes dans les théoriciennes. Caroline Merchant, Karen Warren, il y a pas mal. Et c'est un mouvement qui est né en fait dans les années 80, dans les pays anglo-saxons, qui regroupait des féministes, des pacifistes, des écolos, dans des campagnes. Ça partait beaucoup du mouvement contre la guerre entre les deux blocs, sur la course aux armements nucléaires et tout ça entre les États-Unis et l'URSS. Et alors l'écoféminisme, c'est quelque chose qui articule le droit des femmes et la préservation de la nature. Les femmes sont associées à la nature, à la terre, et en opposition, les hommes, ils vont être associés à la culture, au progrès, à l'universalisme, et critiqués pour ça. Et donc, en fait, on revient à une espèce de naturalisation des femmes par ce biais-là, pour moi. Donc, à un certain essentialisme qui veut nous faire croire, en fait, que les femmes pourraient sauver la planète du fait de leurs qualités intrinsèques, qui sont l'attention aux autres, l'empathie, tout ça. Et que l'on retrouve dans tous les métiers du soin, comme on retrouve les femmes qui s'occupent des enfants à la maison. Il y a beaucoup de boulot dans le soin, le care. Enfin, c'est surtout aux États-Unis qu'il y a ça. Alors bon, il y a sûrement des idées intéressantes, il y a aussi des trucs assez folkloriques et un peu délirants là-dedans. Il y a les histoires de sorcières, il y a la grande prêtresse Starhawk là, qui écrit beaucoup de textes et qui est néo-paganiste, guérisseuse, tout ça, enfin bon. Mais en gros, c'est cette opposition, il y a un dualisme entre femmes, hommes, passif, actif, émotion, raison, privé, public, objet, sujet, et comme si le capitalisme c'était une affaire d'hommes, comme si... enfin bon, souvent il y a une idéalisation des sociétés pré-capitalistes, pré-modernes. Il y a un rejet de la civilisation et du progrès, enfin, voilà, des choses qui sont... mais on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Donc les sujets qui fâchent à l'heure actuelle, vous savez, il y a la question de la prostitution qui divise, et là on pourrait penser que c'est postmoderne contre universalisme, je sais pas, mais c'est pas... En fait,
les sujets qui fâchent, il y a des gens qui vont s'entendre sur un sujet et pas sur l'autre, et c'est plus compliqué. Mais donc il y a la prostitution, il y a le voile, il y a la féminisation des mots, enfin bon, tout ça, ça fait des débats très chauds en général. Mais il y a surtout donc ce débat sur la définition, qu'est-ce que c'est qu'une femme, et quelle est la place des trans dans le mouvement féministe. Voilà. Voilà. Pour moi, personnellement, le clivage, il se situe plutôt entre réformiste et révolutionnaire. Savoir, est-ce qu'on veut juste se faire une place dans la société existante, en adressant une demande d'intervention à l'État, pour qu'il supprime les inégalités entre hommes et femmes, ou qu'il réprime les violences faites aux femmes, ou est-ce qu'on veut vraiment changer de société. Je pense que la lutte réformiste, pas plus sur le terrain du patriarcat que sur le capitalisme, elle peut suffire, parce que ni le capitalisme ni le patriarcat peuvent s'aménager. On voit du côté des féministes libérales et progressistes, là, celles qui veulent des réformes, que les féministes qui appartiennent, qui accèdent aux classes supérieures, ou qui appartiennent aux classes supérieures, moyennes supérieures et tout ça, en fait, elles peuvent très bien vivre comme les hommes de ces mêmes classes moyennes et supérieures dans la société existante. À partir du moment où elles ont une indépendance économique, elles peuvent parfaitement payer d'autres femmes, et même des hommes, pour assurer les tâches ménagères, s'occuper de leurs enfants, enfin bon, il n'y a pas photo. Elles ont la capacité d'être vraiment autonomes. Et on voit qu'elles entrent petit à petit dans les hautes sphères politiques et économiques, en valorisant leur empowerment. Donc, les inégalités salariales entre hommes et femmes, je pense que elles peuvent disparaître. Par contre, l'existence des classes sociales dans la société actuelle, là, il y a l'existence d'une hiérarchie des salaires et tout ça. Donc le principe même de l'inégalité sociale, c'est pas dans la société actuelle qu'on peut la trouver, le trouver. Et de la même façon, par rapport aux milieux radicaux qui se préoccupent des diverses oppressions individuelles et tout ça, je pense qu'il n'y a pas de solution dans la société actuelle. C'est pas en mettant en place des espaces safe, des codes de conduite politiquement corrects qu'on va arriver à changer les rapports entre les hommes et les femmes. Et parce que pour moi, le système peut parfaitement faire avec ces espaces sécures. Les identités particulières, en fait, c'est créateur de nouveaux marchés, modes de consommation, donc c'est bien pour le système, il n'y a pas de problème. Donc en fait, pour moi, il faut plutôt remettre un peu en avant le critère de classe et reprendre des analyses globales sur la marche économique du monde, sur les sociétés en général et tout ça. Multiplier les mobilisations qui viennent d'en bas, qui s'attaquent à la hiérarchie sociale, contre notre ennemi qui est toujours le système capitaliste et patriarcal. Et pas contre simplement les politiques néolibérales ou les comportements sexistes qui produisent et alimentent. En fait, je pense qu'il faut en finir avec tous les rôles sociaux imposés, mais plus largement la norme hétérosexuelle, le féminicide, la discrimination des homosexuels, de celle des trans, enfin tout ça. L'homophobie, ça passe toujours par le développement des luttes qui visent à détruire le système dominant et pas à aménager le système dominant.